Lorsqu'on évoque l'Afrique, les mots qui reviennent souvent sont pauvreté, instabilité et misère. Mais il est rare qu'on pose la question essentielle. Pourquoi un continent aussi riche en ressources naturelles, en culture, en histoire, est-il aujourd'hui présenté comme dépendant de l'aide étrangère? Ce que l'on oublie souvent, volontairement ou non, c'est que l'Afrique a été l'objet d'un pillage méthodique. Un pillage qui n'a pas seulement appauvri ses terres, mais aussi ses mémoires, ses voix et ses représentations. Ce que cette vidéo propose, ce n'est pas un réquisitoire, ce n'est pas une plainte, c'est un rappel des faits, profonds et incontestables, parce que sans la vérité, il ne peut pas y avoir de justice. Le premier vol le plus brutal et le plus visible fut celui des corps. Pendant plus de 4 siècles, des millions d'Africains ont été arrachés à leur terre natale, enchaînés, vendus et déportés pour servir la prospérité des plantations européennes en Amérique. On parle aujourd'hui de plus de 12 millions de personnes capturées et transportées à travers l'Atlantique dans des conditions inhumaines. Derrière les chiffres, ce sont des familles brisées, des sociétés désorganisées et des royaumes affaiblis. Pendant que l'Europe construisait sa richesse sur le sucre, le coton ou le tabac, l'Afrique perdait sa jeunesse, sa force de travail et souvent sa stabilité politique. Le cas de Saint-Domingue, l'actuel Haïti, en est l'un des exemples les plus frappants. À la veille de la Révolution française, cette colonie produisait à elle seule plus de sucre que toutes les autres colonies européennes réunies. Cette richesse colossale n'aurait jamais existé sans le travail forcé d'hommes, de femmes et d'enfants africains. Mais le corps humain n'était qu'un début. Très vite, les puissances coloniales européennes ont compris qu'il y avait sous le pied des Africains un autre trésor à exploiter, les ressources du sol. En 1884 à Berlin, les dirigeants européens se réunissent pour diviser l'Afrique entre eux, sans qu'aucun Africain ne soit invité à la table. Ce partage marque le début d'un nouveau cycle de prédation, celui des minerais, des forêts et des terres agricoles. Au Congo, le roi Léopold II de Belgique transforme le territoire en propriété privée. Sous prétexte de mission civilisatrice, il organise l'extraction massive de caoutchouc et d'ivoire à un rythme tel qu'on estime que plus de 10 millions de Congolais perdront la vie entre 1885 et 1908. Dans les colonies françaises, l'or du Haut-Sénégal et du Niger est extrait et envoyé vers Paris. En Afrique australe, les mines de diamants du Transvaal passent sous le contrôle d'entreprises britanniques qui accumulent des fortunes, pendant que les travailleurs africains sous-payés et épuisés vivent dans des conditions misérables. Mais la richesse du continent ne se limitait pas à ce qu'on pouvait extraire. Les terres elles-mêmes deviennent objets de convoitise. Au Kenya, les Britanniques confisquent les meilleures zones agricoles pour les donner aux colons blancs. Dans tout l'empire colonial, les Africains sont dépossédés de leur droit fondamental à disposer de la terre de leurs ancêtres. Les colonies doivent vendre leurs matières premières à bas prix aux métropoles, qui leur revendent ensuite les produits transformés à prix fort. Ce système, connu sous le nom de commerce inégal, installe une dépendance structurelle dont on ressent encore les effets aujourd'hui. Mais le pillage ne s'arrête pas à l'économie. Ce que l'on a ensuite pris fut encore plus intime et plus insidieux. Ce que l'on a cherché à effacer, ce sont les savoirs, les cultures, les langues et les spiritualités. Car dominer un peuple ne se limite pas à exploiter ses ressources. Il faut aussi détruire son récit. Le pillage de l'Afrique ne s'est pas limité à ses ressources naturelles. Ce que l'on a également arraché au continent, avec une violence plus silencieuse, mais tout aussi destructrice, c'est sa mémoire, sa pensée et son âme. Dès les premiers contacts, les puissances européennes ont affirmé que l'Afrique n'avait ni histoire, ni civilisation, ni science. Cette idée n'était pas le fruit de l'ignorance, elle était stratégique. Car pour mieux dominer un peuple, il faut commencer par détruire l'image qu'il a de lui-même. Dans les écoles coloniales, on apprenait aux enfants africains que l'histoire commençait avec la Grèce, que le progrès venait d'Europe et que leurs ancêtres vivaient dans les ténèbres.
Les langues africaines, pourtant riches, précises et millénaires, ont été interdites dans l'enseignement. L'usage du Wolof, du Lingala, du Bambara ou encore du Swahili était puni dans les écoles. À la place, le français, l'anglais, le portugais devenaient des instruments de domination intellectuelle. Mais ça ne s'est pas arrêté là. On a ridiculisé les spiritualités traditionnelles en les réduisant à des superstitions. On a présenté les prêtres vaudous, les nangas, les divins, les sages traditionnels comme des sorciers à combattre. Pourtant, ces spiritualités étaient profondément enracinées, structurées et codifiées. Elles reliaient les vivants aux ancêtres, les hommes à la nature, les sociétés à l'univers. Elles portaient une sagesse, une cosmologie et une médecine. L'arrivée du christianisme et de l'islam colonial a servi d'outil de reconversion massive. Dans de nombreux cas, les missionnaires s'attaquaient frontalement aux rites locaux, brûlaient les objets sacrés, détruisaient les sanctuaires et imposaient de nouvelles valeurs. Il ne s'agissait pas seulement d'apporter une foi différente, il s'agissait de déraciner les fondations spirituelles d'un peuple. Mais c'est aussi dans le domaine des savoirs que l'appropriation fut profonde. L'Afrique précoloniale possédait des universités. La plus connue est celle de Tombouctou au Mali. Elle accueillait des milliers d'étudiants venus de toute l'Afrique de l'Ouest. On y étudiait le droit, la médecine, l'astronomie ou encore la poésie. Des centaines de milliers de manuscrits y étaient conservés. Ces savoirs, écrits en arabe, en peul ou en songhai, ont été en grande partie ignorés, dispersés ou volés par les colons. On sait aujourd'hui que des peuples comme les Dogons au Mali avaient développé une connaissance astronomique étonnamment précise bien avant l'arrivée des télescopes modernes. Des civilisations comme le royaume d'Ifé au Nigeria ont produit des sculptures d'un raffinement tel qu'elles ont été attribuées à tort à des artistes grecs lors de leur découverte au XXe siècle. Même la métallurgie, souvent présentée comme un apport européen, était maîtrisée depuis l'Antiquité par de nombreuses sociétés africaines. À Méroé, dans l'actuel Soudan, les Nubiens fondaient le fer dès le 8e siècle avant notre ère. Cette industrie a été systématiquement passée sous silence. Et puis il y a le vol symbolique, celui des récits. Ce sont les explorateurs européens qui ont baptisé les fleuves, les montagnes, les régions, comme si les peuples qui y vivaient depuis des millénaires n'avaient jamais donné de nom à leur propre géographie. On a effacé les noms originels, on a renommé l'Afrique et on l'a redessinée selon les cartes de ceux qui la possédaient. Quand on efface une langue, une croyance, une histoire, on ne détruit pas seulement un héritage, on rompt la chaîne de transmission et l'oubli devient une arme. Mais ce vol de mémoire, loin d'être terminé, s'est prolongé jusqu'à nos jours. Il a simplement changé de forme. Ce que l'on a appris à l'Afrique ne s'est pas arrêté avec les indépendances. Le drapeau a changé, le personnel politique aussi. Mais les mécanismes, eux, sont restés. Aujourd'hui encore, les ressources du continent continuent d'enrichir d'autres. Dans les mines du Congo, on extrait du cobalt, un métal indispensable pour les smartphones, les batteries électriques et les ordinateurs portables. Le monde entier dépend de cette richesse, mais les communautés locales vivent pour beaucoup dans la misère, sans route, sans école, sans hôpitaux. Des enfants y travaillent à main nue, dans des galeries instables, pour quelques centimes par jour. Les grandes entreprises minerais sont souvent étrangères, les contrats opaques. Les bénéfices expédiés vers les capitales occidentales ou les paradis fiscaux. Et lorsqu'un gouvernement africain tente de renégocier les termes, les pressions diplomatiques, économiques ou militaires s'intensifient aussitôt. Le pétrole nigérian, l'or burkinabé, le bois du bassin du Congo, toutes ces ressources vitales pour l'économie mondiale sont extraites dans des conditions qui profitent rarement aux populations locales. La logique coloniale est devenue néocoloniale, mais le pillage ne s'arrête pas au sous-sol. Chaque année, des milliers d'œuvres d'art africaines sont toujours détenues par les musées européens. Selon un rapport commandé par la France en 2018, plus de 90% du patrimoine africain connu serait conservé hors du continent. Des objets sacrés, des sculptures royales, des instruments de musique anciens, des artefacts funéraires, pris pendant les conquêtes coloniales, parfois arrachés aux mains des populations, souvent sans aucun consentement. Aujourd'hui, les demandes de restitution se multiplient, mais les réponses, elles, sont lentes, conditionnelles et diluées.
On invoque la conservation, la sécurité, voire la valeur universelle de ces objets. Pourtant, leur valeur est d'abord culturelle, spirituelle et identitaire. Ces œuvres ne sont pas de simples décorations. Ce sont des morceaux de mémoire, des témoins d'une grandeur niée, des preuves tangibles de civilisations entières. L'autre héritage du pillage, plus silencieux encore, c'est l'invisibilisation. Dans les manuels scolaires occidentaux, l'Afrique n'est souvent évoquée que sous l'angle de la colonisation ou de la pauvreté. Peu d'élèves entendent parler de grandeur du royaume du Bénin, de l'empire du Ghana, de la philosophie de Cheikh Anta Diop ou de la littérature de l'Égypte antique. Peu de films, de séries, de documentaires racontent ces histoires. Peu de médias interrogent les mécanismes historiques qui ont conduit à la situation actuelle. L'oubli est entretenu et le silence, parfois organisé. Pourtant, quelque chose est en train de changer. Des voix s'élèvent, des chercheurs redonnent vie aux manuscrits oubliés, des artistes racontent l'histoire autrement, des communautés réclament justice. L'Afrique ne demande pas la charité, elle exige la vérité et la reconnaissance. L'Afrique n'a jamais été pauvre, elle a été pillée, elle a été dépossédée, parfois par force, parfois par ruse, et souvent dans l'indifférence générale. Ce que l'on a volé à ce continent va bien au-delà de l'or et des diamants. On lui a pris ses voix, ses repères et ses récits. Mais ce qui a été tenté d'être effacé revient toujours, plus fort, plus clair et plus déterminé. Si cette vidéo t'a permis de voir les choses autrement, alors fais entendre cette voix autour de toi. Partage-la, abonne-toi à cette chaîne et surtout, ne laisse plus personne te dire que l'Afrique n'a rien. Parce que la vérité, c'est que l'Afrique avait tout et qu'on lui a tout pris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.